Euh, Bonjour à tous. Donc, comme vous l'a dit Franck, je m'appelle Iman. Je suis donc infirmière et spécialisée en réanimation et aux urgences. Et je suis ici pour parler de vies humaines, d'êtres humains, de vies brisées, d'enfants enterrés sous les décombres, de regards vides que j'ai pu croiser. Donc c'était en janvier 2024. J'ai vu ce que personne ne devrait voir en 2025, encore aujourd'hui. Et j'ai fait surtout ce qu'aucun soignant qui s'est engagé dans cette voie n'a fait, c'est-à-dire faire des choix, laisser... Alors, je dois d'emblée vous dire qu'aujourd'hui, je suis un peu dans un bad mood. Donc, j'ai décidé, étant donné que j'ai très peu d'énergie, on sort d'une grève de la faim qui a duré 25 jours, qui s'est terminée la semaine dernière. J'ai très peu d'énergie, donc je ne vais pas dépenser beaucoup d'énergie à choisir des mots. J'ai décidé aujourd'hui d'être spontanée, étant donné que ça fait plus d'1 an que je suis rentrée et plus d'1 an que je ne refuse jamais de parler dans un micro quand on me le propose. Et j'essaie toujours d'arrondir mon propos, et puis j'ai décidé que je ne le ferai pas et j'en ai pas l'énergie. Donc je vous demande de me pardonner d'avance si mes propos heurtent les sensibilités. Donc je vous disais que j'ai fait à Gaza ce qu'aucun soignant ne fait quand il choisit cette voie professionnelle, c'est-à-dire faire un peu le brainstorming le matin de ce que nous avons en stock pour choisir à qui nous allons délivrer telle dose. Laisser derrière un rideau quelqu'un convulsé et puis venir juste tirer le rideau pour voir s'il est mort ou pas encore, parce qu'on a besoin du brancard. Et pour ça, je ne pardonnerai jamais. Donc aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que moi, je leur ai fait la promesse de toujours porter leur voix. Ce que je veux vous dire, c'est que les Palestiniens, ils existent, ils espèrent et ils attendent. Moi, je ne suis pas revenue indemne de Gaza, et je pense que personne ne peut revenir indemne. J'ai encore les bruits dans les oreilles, j'ai encore l'odeur du sang dans le nez, qui ne me quittera, je pense, jamais. En fait, c'est pas juste une guerre, parce que la guerre, quelque part, c'est autorisé. Il y a des règles. La guerre, c'est moche, c'est dégueulasse, pardon, mais il y a des règles. Et là, c'est un effondrement. Clairement, c'est l'effondrement de notre humanité, c'est l'effondrement de notre société, c'est l'effondrement de la responsabilité collective. Et ça, moi, j'ai compris que je vivais quelque chose de différent dans le regard d'un professeur de médecine de guerre qui m'a accompagnée, qui s'appelle Raphaël Pitti, qui a 75 ans, qui a été absolument sur tous les terrains de guerre. Il a été en Syrie, en Afghanistan, en Ukraine, en ex-Yougoslavie. Il a été en Afrique. Et c'est dans son regard que j'ai compris que nous étions sur quelque chose de totalement différent de ce qu'il avait pu voir. J'ai vu un Raphaël Pitti complètement effondré et ne sachant plus par où commencer. Et c'est avec lui que j'ai compris que ce que j'allais vivre était compliqué. Et tout ça, j'ai beau le répéter, je n'ai que des silences assourdissants en face de moi. Je me dis chaque jour combien d'enfants faut-il pour qu'on se dise que là, c'est trop. Je me demande combien d'années est-ce que ce peuple va encore vivre pour avoir le droit à une vie digne. Donc... Pour revenir un petit peu en arrière, donc moi je suis allée à Gaza en janvier, nous étions la première mission médicale française à nous rendre à Gaza. Et connaissant un peu l'histoire de la Palestine, j'ai décidé avant de partir de dire adieu, pas juste au revoir pour n'importe quelle autre mission humanitaire, mais de dire adieu. J'ai décidé de faire un testament parce que je suis maman. Donc j'ai laissé mes enfants pour aller à Gaza et pardon, c'est toujours le passage un peu compliqué. Et donc, on arrive à Gaza, je vous passe la difficulté pour y entrer. Quand j'arrive à Gaza, moi, la condition que j'avais un peu donnée à l'ONG, c'était que je ne voulais pas soigner d'enfants. C'est une limite que j'ai, même en France, même chez moi, j'ai toujours choisi des services de réanimation et d'urgence adultes. Et en fait, à Gaza, moi, j'aime bien la réanimation en France, c'est le service où je me trouve le plus à l'aise. Donc, je suis naturellement allée en réanimation. J'étais la seule infirmière avec des chirurgiens et des médecins qui sont plutôt allés au bloc ou dans les services. Et en fait, en réanimation, la première patiente s'appelait Lana. Elle avait 2 ans. Moi, ma fille avait 3 ans à ce moment-là. Elle lui ressemblait étrangement. Et Lana, en fait, elle était en réanimation.
Elle était orpheline, elle ne le savait pas encore. Elle était paraplégique, elle ne le savait pas encore. Elle était dans le coma, totalement défigurée, avec des drains qui lui sortaient de la tête, les yeux qui étaient complètement exorbités, et puis des drains... elle avait été blastée. La deuxième patiente s'appelait Wafa, elle avait 16 ans. Et excusez mon langage, elle sentait pas bon parce que elle était infectée de partout. Ça faisait 2 mois qu'elle était en réanimation. Après avoir été explosée, elle a reçu une balle de drone qui lui a traversé la bouche. Donc elle ne pouvait pas se nourrir, elle était extrêmement maigre. On ne pouvait... Et puis moi, un peu naïvement, j'ai demandé pourquoi on l'alimentait pas par les veines. Dans un petit sourire un peu comprenant mon innocence, à ce moment-là, il me dit on n'a pas. Alors je dis pourquoi on l'alimente pas par une sonde? C'est facile, on fait un trou dans l'estomac, on met la sonde. Mais il me dit on n'a pas de sonde. Alors du coup en fait elle était juste hydratée et en fait elle avait les jambes amputées mais les moignons étaient totalement ouverts du fait de son infection. Elle a réussi à être sortie en Égypte mais elle est décédée quelques jours après son arrivée en Égypte. Et en fait les 14 places s'égrènent comme ça et puis moi je me sens tout de suite étouffée et je dis à Head, je lui dis j'avais demandé à pas travailler avec des enfants et là il y a que des enfants dans ton service. Et il sourit un peu, il me dit mais Iman, là on est en guerre. Il me dit on cherche pas à mettre les patients à leur place, on cherche juste une place. Si on en a, on est déjà content. Et je me dis à ce moment-là que moi j'ai travaillé en France aux urgences au tout début de mon diplôme il y a une 20aine d'années et je m'étais dit aux urgences, si vous y avez déjà été, quand le patient arrive, soit le problème est réglé, il rentre chez lui, soit le patient est hospitalisé. Et moi, ça me dérangeait parce que j'avais besoin de voir un suivi. Donc j'avais quitté les urgences pour ça. Et cette anecdote m'est revenue en tête à ce moment-là et je me dis, si j'ai la chance de rentrer chez moi indemne physiquement, je ne rentrerai sûrement pas indemne psychologiquement. Donc je vais aller aux urgences, comme ça au moins, je soignerai et puis ils rentreront chez eux ou ils seront hospitalisés, mais je n'aurai pas de... C'est pas très courageux de ma part, mais c'est ce que j'ai décidé de faire à ce moment-là et je suis allée aux urgences. J'étais la seule travailleuse humanitaire étrangère. Et ce qui a fait que la difficulté était que, étant visiblement non locale, beaucoup de familles m'avaient demandé une espèce de second avis, même quand le patient amené était mort et déclaré mort. On venait quand même me tirer pour un second avis pour confirmer qu'il était mort. Et c'est très difficile parce que j'avais l'impression que quand l'annonce venait de moi, elle était encore plus douloureuse que quand elle venait du médecin local. Et ce qui m'a aussi beaucoup frappée aux urgences, c'est que moi j'étais en salle de déchocage, donc c'est la salle vraiment en gros aux urgences quand on rentre en premier avec les cas les plus graves. Ce qui m'a beaucoup choquée, c'était que lors d'arrivées massives, il faut savoir que moi j'étais à l'hôpital européen, 25 000 personnes à ce moment-là étaient réfugiées dans l'hôpital, dont 17 000 enfants. Et en fait, ce qui m'a beaucoup choquée, nous étions en janvier 2024, donc il faut remettre dans le contexte, c'est que les enfants qui vivaient dans l'hôpital n'avaient plus la notion de la vie et de la mort. En fait, je me revois être en train de mener une réanimation sur un patient, être en train d'intuber, donc être à la tête du patient à genoux au sol. Et je revois, c'est ce qui me perturbe, des enfants entrés. Ils avaient compris que je mettais les bonbons dans la poche à droite. Et ils voyaient que j'étais occupée et ces enfants venaient prendre des bonbons alors que j'étais en train de réanimer des enfants. Ils n'avaient plus cette notion-là. Et ce stress psychologique massif est l'une de mes plus grosses inquiétudes plus d'1 an plus tard. Je voudrais aussi vous parler d'une patiente dont j'ai promis de parler tous les jours jusqu'à ce que le monde la connaisse. Je voudrais vous parler d'Abir. Abir, nous sommes le 26 janvier 2024, cette date vous parle sûrement. Intention génocidaire. Le 26 janvier 2024, Abir arrive aux urgences avec son mari et son fils Ryan de 4 ans. Quand elle arrive aux urgences, Abir, elle a 24 ans, elle me dit tout de suite qu'elle est enceinte, qu'elle se sent pas bien et qu'elle est diabétique. Je lui dis est-ce que c'est un diabète gestationnel ou depuis l'enfance. Elle est diabétique depuis l'âge de 12 ans. Abir, elle sait comment mener une grossesse en étant diabétique puisqu'elle est accompagnée de Ryan. Mais quand elle arrive, moi, on m'a appris à déjà mettre des diagnostics juste en regardant. Et quand je la vois, je vois une jeune femme qui est grise. Je lui fais répéter peut-être 4 ou 5 fois de combien de semaines êtes-vous enceinte. Elle m'a répété 5 fois qu'elle était enceinte de 7 mois, mais tellement son ventre était plat, je n'y croyais pas. Je fais tout de suite une prise de sang que j'emmène moi-même au laboratoire. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on a très peu d'éléments.
qu'on peut analyser. Et le premier élément qui revient est que son sang est extrêmement acide du fait du manque d'insuline. Et alors je l'accompagne, je la mets tout de suite sur un brancard et je l'emmène en réanimation en demandant son admission urgente. Et le gynéco qui était avec nous vient et fait l'échographie. Le bébé était mort intra-utéro du fait de l'acidité du sang, donc la petite fille est décédée. Donc on l'annonce à Abir, on l'annonce à son mari et puis à Ryan. Mais Abir, elle respirait déjà très très mal. Le sang était tellement acide. Mais moi, ça, je sais le faire en France. En France, je sais le faire. Le médecin va me faire une prescription. Et c'est un protocole. Et voilà, il faut toutes les heures prendre un peu de sang, l'analyser. J'ai mon protocole. Et puis je joue avec mes petites machines toute seule, quoi. Mais quand je dis ça au réanimateur, je dis on va faire comme on fait. Il me regarde comme un extraterrestre et il me dit non Iman, on peut pas faire ça parce que dans ma machine il me reste que 11 cartouches et je n'ai pas d'autres cartouches pour faire une gazométrie. Donc je ne peux pas. Je lui dis mais on va pas la laisser mourir et j'ai négocié pour un examen toutes les 6 heures. Donc Abir, elle arrive à 14 heures. À 17 heures, elle a expulsé son bébé mort. On l'a surveillé toute la nuit comme on a pu. Et Abir, elle nous a quittés à midi. Elle est décédée à 24 ans parce que à 20 minutes de l'hôpital européen, à la frontière à Rafah, il y avait absolument tout pour sauver Abir. De la nourriture, des médicaments, et on ne parle pas de ces morts indirectes là. Il y en avait beaucoup plus, et c'est le 26 janvier, donc ça faisait 3-4 jours que j'étais là, que je me suis dit, la catastrophe, il y a les bombes, il y a les balles, mais il y a surtout cette famine qui était déjà orchestrée. Donc en fait, les patients qui mouraient parce qu'ils n'avaient plus accès aux médicaments contre le cancer, aux médicaments contre l'hypertension, aux médicaments contre le diabète, les patients qui ne sont plus dialysés, ceux-là ne sont pas comptés. Et c'est ça qu'il faut dire. Et moi, quand je prends mon expérience, si je vous prends une journée simple, j'ai assisté à la mort de 4-5 fois plus de patients indirects qu'à ceux qui venaient complètement écrabouillés. Et ça, nous, on l'a dit à l'Assemblée nationale française le 13 février 2024. The Lancet, en juillet, sort ces chiffres et nous dit 186 000 morts. Les chiffres officiels à ce moment-là étaient de 42 000. 42 000 fois 4,5, on était dans le vrai. On n'a pas menti. Et moi, naïvement, quand j'ai parlé au Parlement français, j'ai imaginé que j'allais réveiller les consciences, mais quelle naïveté. Je voudrais aussi vous parler de Mahmoud, un petit garçon de 8 ans, qui m'a beaucoup émue parce qu'il ne voulait pas que je le touche. Il n'a pas voulu que je le touche et c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Il est arrivé avec le pied complètement délabré dans une explosion et comme ça n'a pas suffi, le drone est venu quelques mètres au-dessus de lui pour lui tirer une balle dans le cou et dans l'abdomen. Et Mahmoud, il était en colère contre moi. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Des histoires comme ça, je pourrais en égrener pendant des heures. Il m'est déjà arrivé de parler pendant des heures sans pouvoir m'arrêter. Mais les choses ne bougent plus. J'ai utilisé toutes les voies légales. On a utilisé toutes les voies légales jusque la grève de la faim. Et personne ne nous entend. Je ne sais plus quoi faire. Alors je me dis que d'être là aujourd'hui, le Parlement européen a un rôle. L'Europe a une voix. Alors je garde encore un peu d'espoir. Je me dis, ils ont compris que finalement, l'inaction, le silence tue beaucoup plus que les bombes en fait. Je veux que vous reteniez ça. L'inaction compte pour x10, x20 dans ce génocide. Je ne sais même pas comment on peut douter qu'il y ait que ce soit un génocide. Moi, je ne vous demande pas aujourd'hui de prendre parti, d'accord ? Je vous demande juste de refuser l'indifférence. Je vous demande de protéger le droit humanitaire. Je vous demande de soutenir les couloirs humanitaires. Pour la petite anecdote, si je peux appeler ça comme ça, j'ai demandé à retourner à Gaza parce qu'il faut savoir que malgré tout ce que je viens de vous dire, j'ai 38 ans et je ne me suis jamais sentie aussi bien que 15 jours sous les bombes à Gaza avec ce peuple. Pour la petite anecdote, au mois de décembre dernier, après que Israël m'ait autorisé à entrer, un dimanche, j'ai reçu l'autorisation avec l'ONG. J'avais rendez-vous à la frontière le jeudi suivant, donc 4 jours plus tard. Donc je me suis rendue à Amman, en Jordanie, pour entrer à Gaza. Et à 22h la veille, ils ont décidé que j'étais finalement persona non grata. C'est le prix à payer pour être là devant vous. Donc je continue de demander un cessez-le-feu et surtout qu'on investisse dans la reconstruction. C'est aujourd'hui votre responsabilité
Et c'est surtout notre responsabilité et notre histoire collective que nous sommes en train d'écrire. Des fois, je me demande ce qu'on fait ici dans ce monde à parler de paix quand des enfants meurent avant même d'avoir connu la vie. Je rappelle qu'à Gaza, des fois, on fait le certificat de naissance et le certificat de décès le même jour. Je sais que tout est complexe, hein, je vous l'ai dit, je ne suis pas naïve, mais il y a une chose qui n'est pas complexe, c'est le droit à la dignité. Et en fait, retirer la dignité à quelqu'un, c'est pire que lui retirer la vie. Le faire vivre dans des conditions indignes, c'est peut-être pire que de le tuer. D'accord ? C'est important C'est important de noter, excusez-moi, je suis pas quelqu'un d'émotionnel. Moi, je suis pas venue pour vous accuser, hein, vraiment. Je suis vraiment venue pour toujours tenter de secouer, vraiment. Il faut noter qu'il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Il ne peut surtout pas y avoir de justice sans engagement. On doit s'engager dans une voie de justice pour le peuple palestinien. Parce que moi, ce que j'ai vu là-bas, j'ai l'impression qu'ici, on le voit de trop loin. On continue à remettre en doute le terme génocide, alors que des enfants meurent juste parce qu'ils sont nés au mauvais endroit. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que derrière chaque silence, il y a une mort évitable. Ces morts sont évitables. Il suffirait, comme l'a dit Yahomé, de rompre les accords, par exemple, d'arrêter d'armer Israël. La guerre pourrait s'arrêter en 48 heures. Et je vais finir en vous demandant de peut-être fermer les yeux et de vous imaginer dans 30 ans, en vous disant que peut-être les enfants de Gaza à ce moment-là pourront dire que c'est l'Europe qui a sauvé le peuple palestinien. Ce serait une belle vue. Merci.